Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de l'économie. Ce soir, notre invité est un bel exemple de réussite, un modèle de réussite d'Algérien à l'étranger. Il était de passage à Alger, nous avons réussi à l'avoir sur notre plateau. C'est un exemple impressionnant et inédit. Bachir Halimi, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau. Il faut rappeler aux téléspectateurs qui vous êtes. Pour aller droit au but, je dirais que si aujourd'hui on utilise Windows de Microsoft dans tout le monde arabe, c'est grâce à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les péripéties qui ont conduit à cela et parlez-nous d'Alice. D'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité. Bonsoir à ceux qui nous regardent. Évidemment, c'est grand dire que toute l'utilisation de Windows dans le monde arabe est grâce à moi. Je pense que c'est surtout une petite contribution que j'ai apportée dans la poursuite, premièrement, de mes recherches, et puis aussi par amour pour la langue arabe que j'ai toujours choyée, qui a toujours une grande place dans mon cœur. Depuis que j'étais petit, j'aimais la calligraphie arabe, j'aimais dessiner, envoyer mes cartes de vœux à la famille en dessinant les lettres, parce que j'ai vécu souvent loin de la famille. Et un jour, j'ai voulu faire ça à l'ordinateur parce que je voulais aussi envoyer un message à la famille alors que j'étais à Montréal depuis 3 ans. J'étais parti en 1975 à l'âge de 19 ans. Et j'ai donc voulu montrer par un seul message que j'ai maîtrisé une nouvelle technologie, un nouvel outil qui est l'informatique et l'ordinateur, et que je suis toujours rattaché à cette calligraphie, à cette langue arabe riche en histoire et en valeur. Et là, le problème pour écrire. Voilà, alors là j'arrive pour faire dessiner à l'ordinateur Eid Saïd, et là je lui dis, donc je réalise rapidement que le in du début du mot Eid s'écrit différemment du in du milieu de Saïd. L'ordinateur, il faut lui dire une lettre, c'est une lettre, et donc une lettre, c'est une forme. J'ai rapidement réalisé qu'il y avait certaines règles, et j'ai commencé donc à développer un programme. J'ai dû envoyer évidemment les cartes de vœux en trichant un peu et en donnant des codes différents aux différentes formes de la lettre Ain. Mais plus tard, j'ai réduit ça à une seule forme par lettre, un seul code par lettre. Mais la lettre peut avoir plusieurs formes grâce à un processus informatique que j'ai développé, un algorithme qui est devenu brevet et qui a été acheté par Microsoft pour être intégré dans tous ses produits. Vous avez fait en combien de temps ce travail? Quelques mois. Je dirais quelques mois. Bon, enfin, pour faire le premier prototype. Pour faire le premier prototype. Donc la carte, vous l'avez envoyée pour l'année d'après? Non, je vous ai dit, je me suis permis de tricher pour mettre chaque forme différemment, parce que l'objet de cette invention, c'est de pouvoir donner un seul code pour la lettre arabe, Ain par exemple, et parce que c'est sert pour la recherche. Par exemple, si vous voulez chercher le mot arabe, il faut vous trouver arabe, al-arabiyya, arabiyyatun, enfin tout ce qui a in, ra ou ba, il faut qu'il le trouve. Alors si je dis al-arab, déjà l'in va être de forme différente, mais il faut qu'il ait le même code. Mais pour avoir le même code et être écrit proprement, il y a un processus de traitement. Ce processus de traitement, c'est ce que nous avons fait, parce qu'il faut que je vous rappelle aussi et que je dise à vos téléspectateurs qu'à cette époque-là, IBM avait introduit l'ordinateur en arabe. Mais c'était un arabe qu'ils appelaient moderne, que moi j'appelle distorsionné, parce qu'ils ont dit il faut réduire la lettre Ain à une seule forme. Donc imaginez un peu l'arabe, ou l'écriture en arabe, où est-ce que la lettre Ain a une seule forme. Et je vous dirais aussi, pour pouvoir faire mon point, quand j'allais donner des conférences à Dubaï, qui était le centre où est-ce qu'on donnait des conférences pour le monde arabe, je commençais toujours mes présentations avec une diapositive sur laquelle j'écrivais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avec l'approche d'IBM, et après je demandais à l'audience s'ils pouvaient lire ça. Puis ils essayaient de comprendre, parce que finalement je leur dis il faut que je revienne à l'école. Et la deuxième acétate, je leur montrais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim écrite de la bonne façon telle qu'on la voit aujourd'hui dans les livres. Bachir Halimi, vous ne risquez pas de travailler pour IBM avant longtemps. La négociation, donc Microsoft vient taper à votre porte, et là, vous êtes tout jeune, vous n'avez pas pour habitude de négocier, des questions d'argent, et alors que ça avait été facile, comment vous avez dû faire pour négocier?
Bah, effectivement, d'abord, moi, quand j'avais conçu ça, comme je vous ai dit, l'objectif, c'était de pouvoir faire rentrer la langue arabe dans le monde de l'informatique tout en respectant sa richesse calligraphique. Donc l'aspect argent n'a jamais été un critère dans ce que je faisais. Mais à un moment donné, évidemment, il a fallu monter une entreprise pour pouvoir commercialiser ça, parce qu'avoir un brevet qui est sur les tablettes, ce n'est bon pour personne. Moi, c'était surtout pour faire connaître ce développement et cette technologie au monde arabe pour qu'il puisse exiger ça lorsqu'il demande des systèmes informatiques. Oui, alors, et puis quand on a introduit ça, Microsoft, elle s'est intéressée, elle a dit, bon, voilà une compagnie, Alice, mon entreprise, qui a développé cette technologie. Évidemment, elle a fait sa recherche sur le marché, puis on lui a dit, la technologie la plus évoluée dans ce domaine-là, c'est celle d'Alice. Alors ils sont venus, et c'est là que je me suis frotté un peu à un aspect que je considère de l'apprentissage. C'était une expérience très enrichissante, mais qui était un peu difficile, parce que Microsoft, quand elle vient là, oui, elle veut prendre possession de la technologie pour l'intégrer dans ses produits, mais elle envoie aussi des avocats dont la mission est d'obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la technologie, au plus bas prix possible. Alors, je sais que vous n'aimez pas parler argent, mais il s'agissait de combien à l'époque? Combien on vous a payé? À l'époque, c'était $1 million, C'était beaucoup d'argent. Ce qui était beaucoup d'argent à l'époque. Et encore une fois, moi, quand je dis l'expérience était un défi, un bon apprentissage pour moi, c'est pas parce que je voulais 10 millions ou 5 millions ou 500 000. Moi, c'était juste que la façon qu'ils ont procédé était un apprentissage. Moi, je pensais qu'ils étaient plus gentils. C'est abrupt parfois. Dites-moi, et cet argent, qu'est-ce que vous en avez fait? Ben voilà, alors en fait c'est l'histoire de ma vie professionnelle. Je prends cet argent et pendant un certain temps, en fait j'allais dire, il y a des fois une petite pensée de peut-être que je devrais arrêter, vivre juste avec ce que j'ai, mais généralement je finis par réinvestir ça dans un nouveau projet. J'ai toujours une idée qui trotte dans la tête pour la prochaine chose que je veux faire. Et dans ce cas-ci, je me suis lancé un défi de développer une technologie que les gens de la Silicon Valley, des États-Unis même, donc le berceau des nouvelles technologies, puissent considérer que cette technologie que je vais concevoir est une innovation pour laquelle ils paieraient de l'argent. Et évidemment, la barre était haute, et j'ai commencé, puis l'idée que j'avais, c'était tout simplement de dire, il faut toujours changer ce qui existe, sinon on n'innove pas. Donc il faut questionner tout ce qui existe pour dire, est-ce que la façon que ça marche aujourd'hui est suffisamment bonne pour répondre aux besoins de demain? Et voilà, donc on a développé une plateforme qui permet de créer, de programmer des applications de communication interactive. Par exemple, quand vous accédez à la banque par téléphone, quand vous voulez les messageries vocales. Et encore une fois, comme d'ailleurs dans le cas de l'arabe, quand on innove, les gens sont fascinés devant ce que vous venez de réaliser, mais par la même occasion, ils vous disent, il n'y a personne sur le marché qui demande ça. Et ça a toujours été le cas, jusqu'à récemment, avec mon entreprise la plus récente. C'est toujours le cas. Est-ce que vous avez senti tout de suite que, au-delà des réalisations, des projets que vous réalisiez, est-ce que votre carte de visite était déjà bien installée, c'est-à-dire que votre réputation était installée? Ça a dû vous aider beaucoup quand même. Vous étiez l'auteur de l'innovation. Surtout peut-être, est-ce que vous avez été sollicité dans le monde arabe ensuite pour travailler? Oui, honnêtement, oui, un peu. Pas par l'Algérie, parce qu'on a essayé de faire des choses avec l'Algérie, mais le système administratif était trop complexe pour permettre qu'il y ait des échanges souples entre une entreprise privée, même si elle est fondée puis dirigée par un Algérien et une société d'État. Mais par contre... Oui, parce qu'à l'époque, les entreprises publiques n'avaient pas le droit de travailler avec des entreprises étrangères où un Algérien était actionnaire. Oui, la fameuse loi 7802 qui, Dieu merci, n'est plus dans le décor aujourd'hui et qui empêchait les Algériens, en fait les sociétés d'État et les ministères de traiter avec une entreprise. Qui était un beau symbole de suspicion de l'État à l'endroit de ses concitoyens. Effectivement, c'est malheureux. C'est un des passages comme ça. Je pense qu'on n'a pas complètement épuré le système pour pouvoir créer la confiance entre l'État et... Même si les fraudeurs ne manquaient pas à l'époque, oui. Mais
Et il suffisait de les poursuivre. Voilà, les fraudeurs existent partout dans le monde. Les fraudeurs, les gens, les corrompus, les corrupteurs existent partout à travers le monde, mais il existe des lois et des policiers qui vont les chercher. Cela ne justifie pas de considérer tout le monde comme suspicieux, puis de se méfier. Surtout, un pays, l'État, à mon avis, devrait toujours partir avec la prémisse qu'il faut faire confiance à ses enfants, il faut faire confiance à nos nationaux. D'une manière ou d'une autre, après cette symbolique, ce travail que vous avez vendu à Microsoft, entre autres, est-ce que vous avez jamais reçu de sollicitation de la part de l'Algérie, ne serait-ce que non, des invitations au niveau de l'ambassade, des choses, on vous prenait en considération ou pas au niveau algérien? Alors, qualifions les choses, oui, l'intérêt est là. C'est la concrétisation qui n'y est pas. Souvent, il y a beaucoup de gens qui ont dit ce serait bien si tu viens en Algérie. Mais là, tu dis ok, je veux venir en Algérie. Comment on fait? J'achète un billet, j'arrive, je cherche un hôtel, je m'installe, puis je commence à frapper aux portes. C'est pas comme ça que ça marche. Et quand je vous ai dit, d'autres invitations sont venues d'ailleurs. Par exemple, dans les pays du Golfe, il y a un produit qui a été bien connu dans le marché, dans le monde arabe, qui s'appelle Sakhr de l'Alamiya. Et le fondateur, il m'a sollicité à plusieurs reprises pour me dire viens te joindre à moi, on va faire réaliser ton rêve à plus grande échelle, que je remercie en passant, parce qu'il avait une vision où est-ce qu'il y avait la confiance. Évidemment, il a vu mes réalisations, mais c'était avant que je vende à Microsoft, parce que lui, son ennemi plus tard, c'était devenu Microsoft, parce que Microsoft avait notre technologie et elle a été utilisée contre Sakhr. Bachir Halimi, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en train d'introduire ma dernière réalisation dont je suis le plus fier, parce que c'est vraiment un projet très grand. Plus fier encore qu'Alice? Alice, c'est du côté émotif. Je dois dire, du côté émotif, il n'y a pas plus que ce que j'ai réalisé pour la langue arabe. Ça reste dans mon cœur tout le temps. Par contre, du côté ampleur de projet et impact, le projet actuel, qui est celui de Speech Mobility, où est-ce que j'ai développé une assistante virtuelle, comme une secrétaire personnelle virtuelle, dans le réseau téléphonique. Donc, ça rend le téléphone plus intelligent, ça le rend plus facilement utilisable partout, et surtout de manière sécuritaire au volant d'une voiture. C'est pour les gens d'affaires qui veulent bouger, qui veulent avancer vite, qui ne veulent pas perdre une minute. Donc, pendant qu'ils sont en voiture, ils veulent traiter leur email, ils veulent gérer leur rendez-vous, ils veulent appeler leurs clients. Avec notre solution, ils peuvent faire tout ça sans jamais toucher au téléphone et sans jamais regarder ce qu'il y a sur le téléphone, en gardant leurs mains sur le volant et les yeux sur la route. Voilà. Qui sont vos clients aujourd'hui? Ce sont des entreprises distributrices ou vous vous adressez directement, vous avez vos propres moyens de distribution? Alors, les utilisateurs de cette technologie, c'est tout le monde. En fait, les ministères, les entreprises privées, tout le monde. Sauf que notre stratégie à nous de commercialisation ne consiste pas à vendre directement aux clients. Oui, on le fait à une petite échelle juste pour peaufiner le produit, pour apporter les derniers ajustements. Mais notre objectif, c'est de passer par de grands joueurs qui vont encore adopter cette technologie, qui va être peut-être entre les mains des gens à travers le monde sans savoir que ça vient de nous. Mais ça, nous, on n'a pas une attache d'ego pour dire je veux que tout le monde sache que ça vient de Bachir Halimi ou d'une de ses entreprises, mais plutôt de dire que oui, cette technologie-là est utilisée un peu partout. Alors, ça tombe bien, en fait, mon voyage ici, dans le cadre de ce festival dont le titre est vraiment touchant parce qu'il s'appelle Algérie au cœur. Et puis on a tous l'Algérie au cœur, même si on n'y est pas physiquement. Alors juste avant, on a conclu une entente. D'abord, on a mis notre solution avec Google, donc on commence à travailler de manière rapprochée avec Google. On ne parle pas de discussion, de négociation, ça aussi c'est des choses que je crains, j'aime et je crains. Mais surtout, la chose la plus positive, le développement le plus positif, c'est que le gouvernement canadien a choisi notre technologie pour en faire un pilote dans différents ministères. Et ça se passe au moment où on se parle. Et à la fin de ce pilote, si les résultats sont bons, et je crois qu'ils le seront, le gouvernement canadien pourrait ajouter des critères de sélection pour les nouveaux systèmes téléphoniques qu'il achètera, dans lesquels il exigera qu'il y ait une secrétaire personnelle comme celle que nous avons développée. Est-ce qu'on pourrait voir ce genre d'initiative du gouvernement, de la part du gouvernement algérien? Est-ce qu'on peut adapter vos projets ici en Algérie?
Un jour, Inch'Allah. Je ne pense pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pourquoi? C'est une question de... Il faut un environnement spécifique, technologique, qui n'existe pas ici, ou on pourrait le faire? Bien sûr qu'on pourrait le faire, mais il faut avoir l'état d'esprit, c'est-à-dire il faut avoir une attitude, comme vous avez mentionné auparavant, et puis que je pense beaucoup de gens savent, mais peut-être ne l'expriment pas de la même façon. Il y a une méfiance qu'il faut enlever, il faut d'abord se faire confiance, il faut croire en soi, et il faut se dire que si j'aide cette entreprise, je ne suis pas en train d'aider Béchir Halim, mais je suis en train d'aider quelqu'un national, même pas aider un national, je suis en train de m'aider. Et ce jour-là, il va venir, ça c'est sûr, moi je suis optimiste. Alors, une secrétaire virtuelle, vous venez de régler par coup de baguette magique les problèmes de harcèlement sexuel, mais dans le même temps, vous vous faites comme ennemi toutes celles qui désirent être assistantes, puisque vous les envoyez directement au chômage. Au contraire. Alors là, c'est une question à laquelle je suis appelé à répondre régulièrement. Au contraire, nous voulons que la secrétaire et l'assistante administrative fassent des tâches valorisantes et non pas répétitives qu'un robot peut faire. Nous allons prendre les tâches robotiques, les confier à une assistante virtuelle et laisser l'assistante administrative faire des choses beaucoup plus importantes. Nous ne créons pas de chômage, au contraire, nous créons plus d'emplois. Vous commencez à gagner de l'argent sur cette réalisation? Je ne le sais pas, mais ce que je vous dis, c'est que pour l'instant... Votre banquier est content de vous? Il sourit? Oui, mon banquier il est très content parce que je continue à investir ce que j'ai gagné dans les projets précédents. L'argent rentre aujourd'hui grâce à certains contrats. Et puis, comme je vous dis, moi, je ne suis pas un commerçant. Le commerçant doit compter combien il a fait rentrer chaque jour et combien il a dépensé chaque jour. Moi, pour l'instant, je suis en train de dire comment j'ai avancé chaque jour et chaque jour, j'avance très bien. L'Algérie au cœur, mais vous comptez y faire quelque chose du point de vue de l'entreprise? Je ne sais pas si je peux profiter de l'occasion pour dire que ce festival Algérie au cœur est une initiative aussi qui est louable de la part d'un compatriote, Samir Chaabna, qui n'était pas obligé de faire ça, qui n'avait pas besoin de faire ça, et qui a organisé avec le concours et l'appui financier du ministère de la Culture une dizaine de jours où est-ce qu'il a ramené ici en Algérie un grand nombre de membres de la communauté algérienne établie à l'étranger pour leur faire connaître leur pays et puis aussi pour faire connaître cette communauté aux nationaux ici. Alors oui, on a toujours l'Algérie au cœur et oui, on rêve toujours de réaliser quelque chose ici en Algérie. Comme je l'avais dit dans certaines autres occasions, la réussite a un meilleur goût chez soi. Il y a le Benna, puis j'espère qu'un jour, et je continue à croire qu'un jour, nous aurons l'opportunité de faire quelque chose avec l'Algérie. Béchir Halimi, pardon d'entrer dans votre vie privée. Je suppose que vous êtes marié, des enfants? Oui, je suis marié et heureux d'être marié. À une Algérienne ou une Canadienne? À une Algérienne. D'accord. Et j'ai 4 belles filles qui m'entourent et qui font mon bonheur chaque jour et que j'appelle chaque jour quand je suis ici. Alors pardon de vous demander ça, mais je viens de croiser un ami qui vient de passer 15 années au Canada, qui vient de rentrer et qui me disait, moi j'ai malheureusement ou heureusement l'Algérie au cœur, donc ce qui m'oblige à rentrer, et donc je disais malheureusement parce qu'il doit s'éloigner de sa famille, mais pour ses enfants, il m'a dit, ils ne reviendront pas. Alors c'est un état de fait. Est-ce que pour vos enfants c'est le même cas? Ce sont maintenant des Canadiens, et où est-ce qu'ils ont une relation forte avec l'Algérie? C'est des Canadiennes. Mes enfants, c'est des Canadiens. Nous les ramenons ici en Algérie. Nous essayons de leur raconter l'histoire de l'Algérie. Mais l'Algérie, pour eux, c'est leurs parents. C'est le pays de leurs parents. Je ne pense pas qu'ils vont venir s'établir ici en Algérie. La différence est importante. Je ne parle pas du côté confort, mais du côté même mentalité, du côté développement personnel. C'est encore assez difficile. Je vous dis, la préoccupation, même moi, je ne pourrais plus revenir ici, vivre ici. C'est ce que je voulais vous demander, parce qu'on voit souvent des gens qui partent, mais qui en fin de vie, surtout les hommes, ont envie de revenir, mourir sur leur terre natale. Ce n'est pas votre cas. Ça n'est pas du tout. Vous voulez être proche de votre famille. Ce n'est pas mon cas du tout. Je veux être proche de ma famille, puis je considère que je suis encore proche de mon pays parce qu'on peut faire beaucoup. Et puis vous avez un autre pays qui est le Canada aussi. Oui, puis là, il ne faut pas être ingrat. Si j'ai pu réaliser ce que j'ai réalisé, c'est en grande partie grâce au Canada. Malheureusement pas grâce à l'Algérie. L'Algérie m'a développé. Je dis parfois quand il me parle de c'est quoi ce phénomène de fuite des cerveaux, comme j'ai été interviewé, je ne sais pas quelle année, par
il y avait Mourad Chebbine, puis il y avait un autre grand journaliste algérien. Je leur dis, l'Algérie est devenue comme une pépinière. Elle développe des jeunes, et lorsque l'arbuste devient assez ferme et assez solide, et qu'il est prêt dans peu de temps de donner ses fruits, soit on l'envoie, soit à l'étranger viennent le cueillir, le replanter là-bas, l'arroser un peu, et dès qu'il porte les fruits, ce qui est encore assez étrange, c'est que l'Algérie vient importer le fruit de son propre arbuste qu'elle a développé ici. Justement, ce sont toutes ces valeurs qui sont parties au Canada. Comment vivent-ils là-bas, tous ces jeunes ingénieurs algériens que vous voyez maintenant? C'est la génération d'après vous. Donc, vous les sentez bien dans leur peau? Ce sont des gens qui sont bien pris en charge dans la société canadienne aujourd'hui? J'aurais souhaité vous répondre par l'affirmative, mais malheureusement, la communauté algérienne fait face à beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Malheureusement, ils ne peuvent pas tous dire qu'ils sont dans la situation dans laquelle je me trouve. Premièrement, moi je suis vraiment de la première génération. Lorsqu'en 1975 on était là-bas, on était 1 millier, semble-t-il, selon les statistiques de l'ambassade. Aujourd'hui, on est près de 100 000. Aussi, au début, l'immigration algérienne au Canada était l'élite. C'était tous des gens universitaires principalement, alors qu'après, il y avait beaucoup de gens qui ont fui la décennie noire qu'a traversé l'Algérie. Alors, il y a eu un mélange aussi bien des deux camps, d'ailleurs, de ceux qui sont persécutés ou prétendent être persécutés par l'État, que ceux qui disent qu'ils sont persécutés par les autres. Et alors, ils se sont trouvés tous les deux là-bas à Montréal, et beaucoup ont réussi et se sont installés. Et ça a bien fonctionné, mais beaucoup d'autres ont beaucoup de difficultés. Sur l'entrepreneuriat au Canada, je crois savoir que le gouvernement canadien aide beaucoup les entreprises qui sont performantes et s'associe d'une manière ou d'une autre dans leur développement. C'est juste ou pas? J'aimerais savoir comment fonctionne la relation État-entreprise, afin qu'on puisse en prendre, pourquoi pas, exemple ici. Alors, vous touchez un point très important dans le développement des pays. Au Canada, aux États-Unis, en Europe, les politiciens disent que le développement économique de notre pays passe par les petites et moyennes entreprises. Mais ils ne le disent pas seulement, ils appliquent. Alors, vous avez des projets, oui, vous devez passer par une évaluation rigoureuse, vous devez être sérieux, mais l'État va être avec vous. L'autre chose que l'État canadien... Ici, j'entends par exemple l'ANSEJ, qui est une belle initiative, mais qui semble mal gérée. Donc nous, on a beaucoup d'idées, mais qui ont besoin d'être améliorées au niveau de l'application. Au Canada, le Canada accepte l'erreur. Et si on veut faire de la recherche, de l'innovation, essayer des choses, un essai, par définition, peut aboutir à un échec. Et un échec n'est pas une perte, on a appris quelque chose. Et c'est ça le problème, c'est qu'ici, on ne veut pas apprendre à l'échec. Si vous permettez, je vais vous citer un cas des fois, que c'est des choses frappantes. IBM, dont j'ai parlé auparavant, et comme vous dites, qui ne m'emploiera pas, et de toute façon, je ne cherche pas à me faire employer. Bon, vous savez, si vous êtes brillant, ils le chercheront après vous. Alors, IBM avait un problème parce qu'ils étaient le numéro 1 mondial, ils dominaient tout, et ils ont réalisé comme quoi l'innovation n'était plus au rendez-vous. Les gens n'innovaient plus comme avant. Et là, ils commençaient à prendre du retard. Donc, ils ont recruté un nouveau président, Lou Gerstner, qui est arrivé, puis quand il a constaté ça, parce que chaque fois quand on a un problème, on s'arrête, on réfléchit, on trouve des solutions. Et il a donné, dans un discours qui est devenu célèbre, il a dit, parce qu'il a réalisé comme quoi, premièrement, que ceux qui font bien, il les récompense, ceux qui font mal, on les punit, qui ont des échecs, on les punit, ceux qui ne font rien, on leur fait rien. Donc les gens d'IBM ont décidé de ne rien faire. Parce que, pour éviter le risque de l'échec. Alors il est arrivé, il a dit dans son discours, je vais récompenser l'échec. Alors allez-y, osez et échouez. Et c'est ce qu'il faut faire ici. Monsieur Halimi, à cette caméra, il y a quelqu'un derrière son écran qui vous regarde. C'est un jeune Amdawrash. Dawrouch. Et il a envie de faire comme vous. Il s'apprête, il est brillant en mathématiques et il veut partir, étudier à l'étranger, il rêve. Qu'est-ce que vous lui dites?
Ben, premièrement, s'il sait que je suis d'Homme d'Aourouche et même du douar d'Homme d'Aourouche, il sait que tout est possible. Le rêve algérien est possible. Du douar d'Homme d'Aourouche, je me trouve dans les plus grandes capitales du monde, dans des salles de conférence avec les plus grands intervenants dans le domaine technologique du monde. C'est incroyable. Des fois, je me pique, je me pèse pour savoir si c'est réel. Alors, tout est possible. La première chose que je lui dis, c'est tout est possible. Et que s'il se développe en Algérie ou à l'étranger, c'est la même chose, en autant qu'il se développe. Le plus important, c'est qu'il se développe. Il est possible de se développer en Algérie, d'après ce que je sais. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est plus facile de le faire à l'étranger. Mais même pour arriver à l'étranger, l'étranger n'attend pas, n'est pas ici pour aider ceux qui sont dans le besoin en Algérie ou ceux qui ont de la difficulté à se développer en Algérie. Il va prendre ceux qui auraient pu se développer en Algérie et les amène là-bas pour leur donner des facilités afin qu'ils fassent plus. Alors, moi, je leur dis, croyez en vous, osez, prenez des risques. Et s'il faut partir pour vous améliorer, partez. Mais pendant que vous êtes jeune à l'étranger, pensez à vous établir ici. Je suis convaincu que l'Algérie va avoir les bras ouverts mieux qu'elle ne l'a été pour nous. Et à ce moment-là, il pourrait se développer, continuer à se développer ici. Moi, si je suis là-bas, c'est parce qu'il y avait une opportunité pour que je revienne. Et à ce moment-là, les conditions n'étaient pas favorables. Et je ne dis pas, c'est parce que moi, je faisais des conditions. Comme je vous dis, moi, je viens de la campagne. Donc, j'accepte, je ne suis pas exigeant du tout. Mais les gens étaient préoccupés par d'autres problèmes. Et je comprends cela aussi. Là. Donc, je ne suis pas en train de critiquer ceux qui étaient là. Mais c'était des gens qui intervenaient à un certain moment de l'histoire de l'Algérie. L'Algérie reste chère et au-dessus de tout ça. Les intervenants de cette époque-là ont raté une opportunité, ils m'ont fait rater une opportunité de me développer et de réussir ici en Algérie. Mais ce n'est pas grave, je dis ce n'est pas une perte totale. Aujourd'hui, je peux continuer à contribuer de là où je suis et j'espère que les Algériens continuent à croire en eux et à se préparer pour l'Algérie de demain. Bachir Halimi, merci beaucoup pour votre éclairage. Je vous souhaite bonne chance avec votre secrétaire virtuel. Quant à vous, téléspectateurs, merci de votre attention et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un invité de l'économie.